Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast Objectif Performance, le podcast pour construire son haut niveau. Toutes les 2 semaines, je vais interviewer des kinés du sport, prépa physique, coach ou autres qui amènent et accompagnent leurs athlètes au plus haut. On parlera dans une première partie de leur parcours, d'où viennent-ils, où ont-ils étudié, voyagé et commencé leur carrière, ensuite de ce qu'ils font actuellement et de ce que cela peut nous apporter en pratique, quel est leur sujet de recherche actuel, en quoi cela peut améliorer nos compétences, et enfin, on abordera leur mentor, leur livre préféré et comment est-ce qu'on peut les contacter. Comme d'habitude, je compte sur vous pour mettre 5 étoiles à cet épisode sur nos minutes et sur Apple Podcast avec un petit commentaire. De la même manière, je vous encourage à partager cet épisode sur les réseaux sociaux, notamment en story sur Instagram. C'est ce qui me fait le plus avancer et faire connaître le podcast. Bonne écoute à tous. Salut Mario. Salut Julien. Merci à toi d'avoir accepté ma demande. Ouais, merci, c'est un plaisir. Voilà. Super. Est-ce que tu peux nous donner ta définition personnelle de la performance ? Oui, alors j'essaye, bien sûr, vu que je suis physio du sport, j'ai travaillé beaucoup en rééducation, entraînement aussi des sportifs. Je la vois un peu sous ces aspects, comment retourner ces athlètes à leur performance qu'ils avaient avant auxquels avaient avant la blessure. Donc c'est un processus. Un peu par expérience, on a essayé de ne pas traiter seulement l'articulation ou le muscle blessé, mais d'intégrer tout le corps, tous les autres aspects dans la rééducation dès le début. Donc, un peu comme un collègue irlandais, Phil Glasgow, dit que la réhabilitation, c'est un training en présence d'une blessure. L'idée, c'est vraiment si on arrive à le faire, et souvent on a aussi besoin de collègues dans ce parcours, surtout quand on va dans l'entraînement intensif, le retour au sport, retour à la compétition, pour amener, disons, ces athlètes le mieux possible, disons, que ça soit physiquement et mentalement pour qu'elles atteignent leur performance qu'ils avaient dû arrêter à cause d'une blessure ou d'une opération. Voilà. Super. Et est-ce que tu peux nous expliquer alors un peu d'où tu viens, où tu as fait tes études, où tu as voyagé dans ton parcours ? Ouais, maintenant ça fait quelques années, oui. Alors j'avais fait l'école physio à Loèche-les-Bains entre 84 88. Et après je suis parti sur Zurich. Mon but c'était de travailler dans l'orthopédie et possiblement aussi dans le sport par la suite. Et j'étais moins qu'une année au Balgrist hôpital. Après, j'étais dès les années 90 à la Schulthess-Klinik. J'ai fait une période où je suis retourné à Loèche pour une année. Après, j'ai continué là-bas. J'ai eu l'occasion de travailler dans l'athlétisme dans les premières années de ma carrière, disons, aussi au meeting de Zurich, dans ce team, et pour des sélections suisses. Après peut-être une dizaine d'années, j'ai eu comme la sensation que c'était bien d'avoir un nouveau challenge, et j'aurais bien aimé aller passer une année aux États-Unis, mais ça n'a pas été possible à cause de tous ces permis et autre chose. Mais les collègues là-bas m'ont dit pourquoi pas ne pas venir faire un master. Alors j'ai sauté là-dessus et j'ai fait un Master Science à Pittsburgh, à l'université là-bas, et puis j'ai pu participer aussi à des projets au sein du centre de médecine du sport là-bas. C'était une super expérience. Ça a été peut-être 1 année et demie, 2 années. Après, je suis revenu à la Schulthess et j'ai continué. J'avais surtout travaillé après dans le hockey sur glace. Ça, j'ai maintenu pour peut-être 15 ans.
Et puis, vers les années 2000, comme ça, j'ai commencé une collaboration avec le centre de recherche de la FIFA à l'époque, FMARC. Donc, ça m'a amené à retravailler un peu plus dans le foot, un peu dans un autre domaine. Et puis, voilà. C'est génial. C'est génial. Et alors, justement, ton master à Pittsburgh, en tant que diplômé suisse, est-ce que c'était facile de demander l'équivalence pour faire ton master et donc le terminer là-bas? Et aussi, est-ce que tu as hésité à rester travailler là-bas ou est-ce que dans ton idée, c'était juste 1 an et demi, 2 ans de master et après tu rentrais à Zurich? Oui, disons, l'idée, c'était vraiment d'aller là-bas parce que c'était pas évident. J'avais déjà une famille, j'en avais un petit enfant et puis ma femme était d'accord de venir avec moi. Alors, on a décidé de faire cette période là-bas. Mais c'était déjà prévu que je retournais à la Schultes Clinic. Donc, j'ai eu aussi une petite aide financière pour cette aventure. Et puis sinon, oui, pour finir, ça a bien été. Bien sûr, on a dû faire un peu de tests à gauche, à droite. Mais ils ont accepté ce que j'avais eu et puis j'ai eu la possibilité de le faire. Puis c'était un Master Science à temps partiel. Ça veut dire que avec la chance que je connaissais les gens de ce Sports Medicine Center comme le docteur Freddy Fu, qui malheureusement est décédé l'année passée, et puis James Seargang. Et alors ils étaient super gentils, ils m'ont introduit un peu dans des projets de recherche qui se faisaient là-bas, et puis j'ai pu coopérer avec d'autres collègues américains, et puis ça a été une très belle expérience. Oui. Voilà. Super. Et après, comment tu enchaînes? Donc, tu as un PhD que tu as fait avec l'université d'Oslo. Comment te vient l'idée de poursuivre avec un PhD et comment tu organises ça avec l'université d'Oslo? Oui, alors là, c'était un peu, c'est venu un peu comme ça, disons. Parce que quand je suis retourné, j'ai eu le professeur Dvorak qui était à l'époque le chairman de ce FMARC, de ce centre. Il était basé aussi à la clinique et puis il m'a demandé si j'étais intéressé de collaborer il y avait les débuts de ces projets de programmes de prévention. Il y avait le 11. Après, il y a eu le 11+ par la suite. Et à cause de ça, on avait beaucoup de coopération et d'échanges avec le centre de Oslo Sports and Research Center. Aussi en tout ce qui est développement et puis réalisation des premières études. Et puis après, c'est un peu venu comme ça que vu que le centre s'était toujours un peu occupé de joueurs de différents niveaux, différents âges et tout. Une fois dans un meeting, j'ai dit oui, mais il y aurait aussi les arbitres. Et puis alors ils m'ont dit ah voilà super. Alors ils m'ont mis sur ça. J'ai dit tu fais ça. Peut-être qu'il y avait personne d'autre qui voulait le faire. Et alors voilà, ça c'était à côté de tout ce qui était le programme de prévention. C'était un peu la grosse partie. Et après j'ai fait part-time. J'ai fait quelques études sur les blessures, les problématiques des arbitres de différents niveaux. Donc là, j'ai eu un peu la chance de pouvoir faire 2 études avec les arbitres suisses et après on a vu qu'on avait la collaboration FMARC, FIFA et tout avec les sélections pour les championnats du monde. Donc c'était les sélections pour l'Allemagne en 2006 et pour la Chine pour les dames en 2007. Donc oui. Ça fait là déjà aussi un moment, oui. Donc c'est un peu né comme ça. C'est pas que je l'avais vraiment cherché, mais après j'ai eu du plaisir à le faire et c'était une très bonne expérience, enrichissante, oui, à différents niveaux, oui. C'est ouf. Et alors on a dit depuis à peu près les années 90 tu travailles à la Schultes et j'ai interviewé justement aussi Nicolas Maffioletti qui est l'épisode 45. Vous travaillez ensemble tous les deux. Voilà. Et quel est toi ton rôle à la Schultes?
Oui, disons, le rôle, il a un peu changé avec les années, évidemment. Alors, quand j'avais commencé, j'étais dans le team des physio. Après, j'avais avec les années, j'avais développé une très bonne collaboration avec un spécialiste, deux spécialistes du genou, Dr. Munsinger, Dr. Draupni, et puis après, j'étais un peu je coordonnais le groupe des physios pour le genou hanche, extrémité inférieure. Après, quand je suis retourné, j'ai continué de Pittsburgh, j'ai continué physio, mais je faisais déjà là peut-être 50% recherche. Et puis j'étais on avait un petit team, il y avait Dr. Menyon qui était plutôt une spécialiste pour le dos. Et c'était vers les 2002, 2003, 2004. Après ces années-là, il y a eu la décision de la clinique d'avoir des autres chercheurs un peu seniors. Et pour le membre inférieur, pour le membre supérieur. Alors, dans un premier moment, Nicolas n'a pas pu venir. Donc, il y avait eu un autre collègue, mais qui est resté à peu près 2 ans. Et après, j'ai un peu relancé le contact. Et puis, après, disons, depuis 2006, il est chez nous. Et puis, depuis ces années-là, avec ce chirurgien du genou qui était vraiment extrêmement intéressé et puis collaborait d'une façon vraiment parfaite, on a pu réaliser un petit labo, disons, pour mesure de force, mesure de marche, vraiment très simple. Et puis maintenant, avec les années, il y a eu un peu la version avancée, disons. Et Nicolas a toujours été un peu le responsable de ce lab, oui. Ouais. C'est trop bien. Et moi, j'ai toujours un peu collaboré avec lui. Ouais. Et toi, alors, est-ce que tu fais le lien entre les physios et le lab, ou est-ce que tu es plus sur le lab maintenant, parce qu'avant tu disais tu avais un peu les deux. Comment tu fais? Oui, je suis un peu plus sur le lab, oui, parce que c'est pas évident vraiment de mixer les choses, disons dans un côté, disons, plus information, échange d'informations, échange d'idées, oui. Mais après, tout ce qui est vraiment projet strict et comme ça, on doit carrément aller dans un dans un rail parallèle, parce que sinon ça marcherait pas avec toutes les choses qu'il y a à faire. Donc c'est souvent tu peux pas combiner vraiment ça, oui. Et vous avez un centre aussi dédié à la commotion dont tu t'occupes. Et qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que tu fais là-bas? Oui, alors là, ça c'est, disons, ça c'est un projet maintenant qui est en train de prendre un peu une deuxième, disons, une deuxième direction. Il va être un peu, comment on dit, il y aura un restart, disons. Okay, ouais. Mais disons, l'idée c'était d'avoir un centre un peu qui s'occupe de ces commotions dans le sport, pas seulement au niveau diagnostic et médical, mais aussi d'avoir un suivi de réhabilitation et d'entraînement, possiblement. Et avec beaucoup de spécialistes. Il y a aussi des autres spécialistes pour le douleur à la tête, pour le niveau psychologique, soi-disant. Et moi, le but, c'était un peu de s'occuper de réaliser un team de physio dans des différents domaines, comme par exemple vestibulaire, oculomoteur, thérapie manuelle, disons retour au sport spécifique, aussi tout ce qui est l'entraînement de la reconditionnement, surtout dans les cas où il y a des problèmes. Et voilà, donc on était à peu près 4-5 là qui travaillaient là-dessus, oui. Oui. Trop bien. Donc maintenant, disons, ça a été un peu changé parce que le centre a dû être un peu restructuré. Bon là, je sais pas combien tu veux
tu veux d'informations, mais disons, il faut dire que malheureusement, un des gros problèmes, c'est le remboursement pour ces patients. Disons, quand il y a des pros, ça peut être plus facile parce qu'il y a des assurances spéciales, soi-disant. Mais si c'est des sportifs ou bien même amatoriels ou de récréation, alors là, normalement, les assurances ne veulent pas prendre en charge ces gens. C'est un peu dans le style, là, oui, wait and see. Et malheureusement, il y a à peu près, oui, peut-être 10-20% qui ont des problèmes chroniques par la suite. C'est un peu dommage pour ces gens, oui, mais c'est un des différents challenges là-dedans, oui. J'espère que vous arriverez à relever ce challenge parce que je pense qu'il y a des choses à faire. Oui, j'espère. Bien sûr, oui, c'est... Et par rapport au projet, justement, au FIFA 11+, qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que vous avez fait? Comment vous êtes organisé? Tu vois, quel était le projet de départ? Est-ce que c'était d'abord répertorier les blessures et après voir comment on peut prévenir ces blessures? Tu vois, est-ce que vous avez fait intervenir un panel d'experts? Vous avez fait Delphi Process ou quelque chose comme ça? Tu vois, quelle est la genèse de ce gros projet? Oui. Alors, juste pour introduction, FMARC, c'était un centre de recherche médicale au sein de la FIFA qui a été lancé en 94 par l'ancien président Blatter et justement ce professeur Dvorak. Après, il a tenu 22 ans et il a été clos, on dit comme ça, je pense, en français, fermé, en 2016. Donc, 22 ans, ça c'est terminé. Moi, j'ai collaboré de 2002 à 2016, donc à peu près 14 années. Dans les années où j'étais pas, disons, directement impliqué, il y a eu vraiment beaucoup d'études avec des coopérations internationales qui étaient plutôt visées sur l'épidémiologie de blessures, mécanismes de blessures, facteurs risques dans les joueurs masculins, féminins, différents âges. Et puis là, en se basant sur ça, disons, il y avait une volonté de développer aussi des exercices ou des programmes de prévention pour le football amatoriel tout court. Et donc, il y a eu ce 11 qui est né. Là, c'était une collaboration déjà à l'époque avec des collègues internationaux d'Oslo, des États-Unis. Après, il y a eu des tests pilotes avec aussi des joueurs, des entraîneurs pour développer c'était un paquet de 10 exercices, un peu best evidence ou best practice avec le 11, c'était le fair play. Le numéro 11, ça a été un peu choisi parce qu'il y a un joueur, donc c'était... Après, c'est devenu un peu le slogan pour d'autres programmes qu'il y a eu comme For Health et tout ça. Et après, on a vu assez vite que il fallait un concept un peu mieux pensé pour peut-être essayer que ça vienne adopter dans le futur. Donc, il y a eu cette idée qui est un peu venue des deux centres de Santa Monica Sports Medicine Center qui avait le PEP. C'était un Prevent and Enhance Performance. C'était un programme de prévention, de réduction pour les blessures du croisé chez les filles. Et aussi un programme similaire du Oslo Sports Trauma Center qui était visé sur le handball féminin de Myklebast et Toll. Aussi sur le croisé. Et dans les deux cas, l'idée, c'était de intégrer ces exercices au sein d'un warm-up, d'un paquet warm-up. Et après, donc, la chose, elle est un peu née comme ça. Il y a la collaboration de ces trois centres. Après, il y a eu des phases pilotes où il y avait des différents experts qui se sont trouvés, des coachs, des joueurs. C'est un peu né comme ça par étapes. Jusqu'à quand il y a eu une version définitive. Et après, entre 2006 et 2007, il y a eu une première grosse étude en Norvège dans le foot féminin. C'était après la publication de Soligar en 2008.
et où on a vu qu'il y avait un impact dans la réduction de blessures assez important. Et après, par la suite, il y a eu différentes autres études qui ont été réalisées, quelques-unes avec une collaboration stricte avec les centres. Par exemple, il y en avait un il a mis un peu de temps à se réaliser, mais pour finir, ça a marché aux États-Unis, dans le foot masculin, dans les NCAA, qui a été par la suite publié par Silvers en 2015. Et après, mais il y a eu d'autres études, comme par exemple, il y avait un jeune chercheur au Nigeria, Ovoai, qui a publié aussi une étude. Il a conduit une étude là-bas dans conditions certainement difficiles. Et après, ça a un peu continué. Et intéressant, c'est que toutes ces études, que ça soit bien sûr, dans des conditions contrôlées, c'est clair, c'est tout des randomized control trials. Toutes ces études ont montré une réduction de blessures d'à peu près entre 30 et 50% à dépendance de type de blessure non contact. Et on a aussi vu que ça dépend beaucoup de la, comment vous dites, de l'adhérence ou la compliance avec le programme et avec les exercices. Donc, si la compliance est bonne, tu peux même réduire un peu plus. Et si on le fait moins, alors on a moins d'impact. Ça résonne un peu logique, mais il y a aussi les données qui le montrent, voilà. Et bon, après, par la suite, il y a eu d'autres types d'études, il y a eu de l'intérêt, qu'est-ce que ça peut influencer du warm-up comme ça, par exemple, est-ce qu'on améliore la vitesse, on améliore l'agilité, la coordination et tout ça. Alors là, il y a eu toute une série d'études qui ont montré un peu les aspects un peu réalistes, non? C'est clair, c'est pas un programme de renforcement, c'est pas un programme de vitesse, mais c'est un peu un mix où ça peut améliorer le contrôle neuromusculaire, surtout l'agilité. Après, il y a eu d'autres études qui ont regardé qu'est-ce que c'est la meilleure façon de l'implémenter. Est-ce que si tu le fais passer par des gens qui vont instruire et contrôler, ou bien si tu donnes des infos seulement par le web, sur les iPhones, ou bien est-ce que c'est bien de faire un coaching education course et puis de laisser tout faire par les coachs. Évidemment, ça c'est à niveau amatoriel, et on a vu que ce coaching education, c'était la meilleure façon de faire passer ce programme, et aussi il y avait aussi des bons résultats par cette manière. Donc, sous disons des informations qui sont sorties dans beaucoup d'autres études, dans d'autres sports, comme dans le rugby, l'Australian football, et tout ça, quoi. Et puis, voilà, et puis ça continue même toujours, avec des gens qui l'étudient à gauche, à droite, ce programme, oui. Ouais, c'est génial. Et donc, alors, le mieux, c'est quand même qu'il y ait on va dire, un leader qui coach en live. C'est 10 plus un exercice, on va dire, c'est 11 exercices. C'est ça, le mieux, c'est d'en avoir quand même un qui explique et qui corrige. Oui, disons le 11 plus, c'est quand même plus que 11 exercices. Il y a c'est un peu un paquet. Il y a comme 3 parties. T'as une partie échauffement. Après, il y a une série de 6 exercices, comme avec hamstring ou bien stabilité, balance, comme ça. Après, il y a une série de 3 drills finales pour l'échauffement final. Mais, donc, moi, je pense que la chose plus importante, c'est de bien savoir que c'est un programme de base et puis qui est vraiment strictement fait pour des équipes amatorielles. Donc, on sait que ça marche. C'est mieux si justement, s'il y a une situation, il y a un coach avec les joueurs, c'est le coach qui prend en charge la chose. Évidemment, il doit un peu avoir des connaissances juste pour savoir pourquoi on le fait, comment on le fait aussi un peu, mais peut y ajouter des choses, mais il faut aussi surtout un peu croire à cette idée que tu peux travailler aussi
dans cette direction et que ça ne coûte pas trop de temps et c'est faisable. Donc, c'est clair que maintenant, ça sonne très facile comme ça, mais c'est pas évident après dans la réalité parce que c'est quelque chose qui doit un peu passer un peu dans la philosophie du type de travail qu'on fait, donc, non? Oui. Carrément. Et alors, est-ce que tu peux nous rappeler justement, on en a un peu parlé, tu as dit ischio, équilibre, tu as des exercices de gainage, tu as des exercices de saut, tu as des exercices de course. Est-ce que tu peux nous rappeler rapidement ces exercices? Maintenant, tu me fais le challenge, là. Hein? Non, il y a disons là, une partie, il y a 3 parties. Partie 1 et 3, c'est vraiment des exercices où on combine disons, des exercices de course ou bien d'agilité avec, on essaye d'avoir un certain contrôle postural, on essaye d'intégrer. Et puis le but, c'est vraiment, au début, c'est de mise en route, mise en marche. Et, ouais, tu me corriges le français. Hein? Et puis, dans la troisième partie, c'est vraiment d'augmenter l'intensité pour augmenter un peu ce niveau échauffement. Et puis, dans la deuxième partie, il y a des exercices, justement, ceux que tu as dit. Il y a du gainage, il y a les planks, il y a les side planks, après, il y a les ischios, il y a balance, que ça peut être statique, dynamique, réactive. Après, il y a des exercices plutôt comme squats ou bien lunges. Et puis il y en a un que c'est vraiment pas des plios, mais c'est plutôt jump and landing, controlling. Et justement, dans les premiers, par exemple, il y a course en avant, course en arrière, combinaison. Par exemple, on court à 2 et puis on revient dans le milieu, on se touche l'épaule, voilà, ou bien en cercle. Et dans la dernière partie, il y a par exemple, un peu accélération, bounding, voilà. Et oui, c'est intéressant. Il y a aussi eu des collègues, par exemple, un collègue d'Australie qui a réalisé le même style d'études, mais ils ont mis la partie deuxième à la fin de l'entraînement. Alors, ils ont fait la partie 1 et 3 pour comme warm-up, voilà, tous les exercices dynamiques. Puis ils ont fait l'entraînement technique ou ce que le coach voulait faire. Et puis ils ont mis ces 6 exercices à la fin de l'entraînement. Et puis pour essayer peut-être c'était mieux, peut-être que les gens le faisaient plus volontiers ou je sais pas quoi. Et c'est intéressant qu'ils ont trouvé exactement un peu le même résultat comme réduction de blessures ou bien autre chose. Donc c'est intéressant, oui. Carrément. Disons, ça revient un peu à la même chose. C'est le fait, est-ce qu'on arrive vraiment à le faire d'une façon régulière? Ça peut être une fois. Il y a eu des études en Suède avec un programme similaire. Ils ont montré une fois, ça a déjà un impact. C'était chez des filles jeunes. Et après, il y a aussi eu des collègues qui ont fait ce type de programme avec des variations dans des académies de foot. Un collègue en Autriche, il a fait ça et puis justement, ça montre très bien que si vraiment tu travailles avec disons un certain niveau supérieur, comme ça peut être dans des jeunes d'élite, disons déjà le type d'entraînement pendant la semaine est différent, donc il faut un peu gérer ce type de travail de prévention, peut-être en travaillant par bloc ou bien en introduisant des variations, mais disons les key points, c'est un peu toujours les mêmes, disons contrôle neuromusculaire, agilité, balance, gainage, un peu tout ce que tu veux. Accélération, Et il y a vraiment beaucoup de travaux qui se sont faits dans ces 20 ans, disons, ou plus que 20 ans, oui. C'est trop bien. Et alors, je reviens par rapport à ton rôle. Tu as un rôle aussi auprès de plusieurs journaux scientifiques en termes de reviewing et tout ça. Et en quoi ça consiste? Tu vois, est-ce que c'est des gens qui t'envoient des articles qui, je sais pas
qui soumettent des articles et c'est toi qui fais le reviewing, qui leur dit, bah voilà, ça c'est à corriger, ça c'est à corriger, ou tu vois, quel est ton rôle dans ces journaux? Oui. Oui, ça c'est un peu venu, disons, d'habitude si quelqu'un commence à écrire des articles et puis tu continues, après il y a une première phase où peut-être t'as des journaux qui te demandent justement de faire review. Et alors, ça c'est un peu après tu dois donner un peu tes domaines de spécialisation et après tu reçois des articles à réviser, oui. Et disons, d'habitude pour un article, il y a toujours 2 à 3 réviseurs. Moi, il y a des années, il y avait toujours 2. Maintenant, la tendance, on est à 3. Et après, toi, tu renvoies disons, un peu tes corrections ou bien tes recommandations. Et après, ça c'est le processus, comme tu sais, on l'appelle peer review process. Après, il y a une première ronde. Après, souvent, il y a peut-être une deuxième ronde ou bien après, il y a comme un agreement parmi les reviewers. S'ils n'arrivent pas à se mettre d'accord, il y a l'éditeur, un des éditeurs ou bien le éditeur-en-chief qui décide par la suite. D'accord. Et après, j'ai eu des invitations pour faire un peu plus comme aider dans des rédactions. Par exemple, il y a eu le International Journal Sports PT. Et après, surtout avec le BJSM, là, c'est pas mal d'années où j'ai commencé comme associate editor, après deputy editor. Après, on a un peu, disons, moi, j'ai un peu le domaine physio du sport et souvent, ça peut être que tu as des questions par rapport à certains thèmes ou bien l'éditeur-en-chief te demande pour certains manuscrits qui viennent par exemple aussi pour les diriger vers certains reviewers. Alors ça, c'est aussi une des tâches que tu peux faire comme deputy editor. Et voilà. Après, c'est clair, tu essayes un peu de le faire passer dans le temps qui est à ta disposition, quoi. C'est pas qu'on peut faire. Donc, c'est pas évident. Donc, disons, c'est très enrichissant, surtout review et ça. C'est clair que tu le fais un peu pour l'amour de la chose. C'est pas des travaux qui sont payés. Ça, c'est un peu un problème qui est sorti. C'est clair parce qu'il y a beaucoup, vraiment. C'est pas toujours facile pour les journals de trouver les reviewers. C'est un peu ils essayent de faire des choses comme par exemple tu as l'accès à des données, à des databases par exemple d'articles et tout. Mais c'est clair, c'est pas évident parce que chacun de nous a aussi des autres tâches, donc tu dois un peu, c'est clair, tu le fais surtout si tu aimes aussi les choses, donc tu fais ces choses. Si tu regardes vraiment seulement le temps et la monnaie, tu fais pas. Alors c'est mieux, tu arrêtes. Ça va. Voilà. Et justement, alors tu es aussi un membre, on va dire, acteur de Sports Physio Suisse. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est et voilà ce que vous organisez? Oui, alors Sport Physio Suisse, disons en français correctement, c'est Association des Suisses des physiothérapeutes du sport, voilà. Oui. Puis là, on a 20 ans, ça a été fondé le 21 novembre 2002 à Macolin. On était une trentaine là, et après on a lancé cette association qui est non-profit. Le but c'était, c'est toujours aussi promouvoir la physio du sport en Suisse, aussi dans les différentes instances sportives et par la suite. Et après, on a toujours essayé dès le début d'organiser au moins un event, un sympo, un congrès, une fois par année, et qui est toujours l'événement le plus grand qu'on fait. Disons, maintenant, ça fait depuis 2006, c'est toujours à Berne. On a fait aussi déjà le premier congrès mondial de la physio du sport en 2015.
2018, on a eu le premier en collaboration avec la médecine du sport suisse qu'on espère répéter dans les années prochaines. Et voilà, après on a été assez vite aussi membre de la Fédération internationale de physiothérapie du sport, le IFSPT, comme groupe membre. J'ai aussi eu la chance de participer déjà à l'époque pour des projets pour les critères et les compétences de la physio du sport. Après, j'étais aussi dans le board là-bas 8 ans. Et ça, c'était une bonne chose aussi. On a aussi essayé d'adapter. C'est un système d'accréditation aussi en Suisse pour les physios du sport. Disons, le but, c'est vraiment d'avoir un peu d'améliorer la qualité des prestations de tous nos collègues. Et puis, voilà, on essaye un peu de participer au mouvement international aussi de cette façon. On a avec les années une très bonne collaboration avec Suisse Olympique, donc c'est un peu des collaborations. Il faut un peu du temps jusqu'à quand tout se met en marche, mais je pense qu'il y a des bonnes bases pour nos jeunes collègues qui veulent se lancer dans ce domaine que naturellement moi je trouve passionnant. Pour ça qu'on y travaille et je pense que on a réalisé déjà pas mal, mais c'est clair que tu dois toujours continuer quoi. Ouais. C'est clair. Et alors Mario, justement à la Schultes, actuellement on a parlé on va dire du membre inférieur, du genou, de la hanche. Et quelles sont tes thématiques de recherche actuelles? Qu'est-ce que tu es en train de voir et d'étudier? Oui, alors là, disons chez nous, c'est toujours un travail de groupe. Disons, c'est pas que c'est une recherche individuelle. Disons, là dans le groupe du LEB, on a différents projets, mais un grand projet où je participe aussi, c'est tout ce qui est FAIS, donc Femoral Acetabular Impingement Syndrome, impingement de hanche, avec on a des trials non opératifs, donc conservateurs, où les gens qui sont les patients qui sont dans ces projets, ils suivent un certain programme et après on va regarder par la suite quel effet il y a eu. Soit au niveau des outcomes subjectifs, mais aussi objectifs. Donc, ils ont différentes mesures. Ils ont même des analyses biomécaniques avant et après. Donc, ça, c'est une grosse partie. Après, des choses un peu reliées à la hanche, on a quelques étudiants, je suis quelques étudiants qui travaillent dans le domaine problèmes de hanche et de haine chez les athlètes féminines. Vu que c'est aussi un domaine important, il n'y a pas malheureusement pas assez sur les athlètes femmes. Et après, on a toujours des petits autres projets qui tournent autour un peu du membre inférieur, comme par exemple des nouvelles avec des partenariats avec comment tu dis en français là, ETH, l'école supérieur là ingénieur de Zurich. Ouais. C'est pas juste ce que j'ai dit, mais je vais corriger. Et par exemple avec on a gaming exercising par exemple, ou bien une autre chose, c'est une DD Robotech, c'est un engin un peu robotisé pour l'entraînement des membres inférieurs. Voilà. Donc c'est un peu c'est un peu les points importants, oui. Et Mario, alors à titre personnel, avec tout ça, comment tu t'organises une journée ou une semaine type, tu vois, entre la recherche, entre le reviewing, entre sport physio, les FSPT, etc. Comment une semaine type, est-ce que tu quadrilles et je sais pas, tous les lundis matin tu fais la même chose, tous les lundis après-midi la même chose, ou est-ce que tu fais je sais pas, plus au jour le jour et tu vois ce que tu avances comme ça?
Oui, ça, c'est une belle question. C'est peut-être pas facile à répondre, mais disons, il faut être un peu flexible, après donner un peu les priorités. Alors, ça, c'est ce que j'essaye de faire, de mettre les priorités. Donc, peut-être il y a des jours, il y a plus ça que d'autres, et puis il y a d'autres, une autre semaine, celle est un peu différente, car il y a peut-être moins de reviewing, mais il y a plus de travaux qu'on fait pour les travaux en clinique. Et c'est vraiment, j'essaye de donner les priorités, et puis on essaye de rester un peu sur différentes bases. Donc, c'est peut-être pas facile à dire, mais par expérience, j'ai vu que tu peux pas vraiment faire par bloc fixe. Donc, on essaye un peu d'adapter. De s'en sortir comme ça, oui. Ouais. Ok, top. Et alors, qui sont tu vois, dans ton parcours, est-ce que tu as eu des mentors ou des gens qui t'ont inspiré ou qui t'inspirent encore? Oui, là, bon, disons, pour moi, la plus grande inspiration, ça a été mon cousin. C'était Bizzini Lucio, qui a vécu chez moi quelques années, ou bien chez moi, avec notre famille, quelques années, dans les années 70. Après, il est allé à Genève, et il a joué comme foot professionnel, et puis Servette. J'allais chez lui à Servette, voilà, d'abord chez moi, après Servette. J'allais chez lui pendant l'été, et puis je suivais tous les entraînements et aussi les séances de physio. Donc l'idée de la physio, ça m'est venu de là-bas. Et puis pour lui, c'est un peu comme mon grand frère, et puis c'était toujours la grande inspiration de pas faire une carrière dans le foot. Je n'étais pas assez talentueux que lui, mais peut-être dans la physio, ou bien dans ce que je choisissais. Donc, et après, j'ai eu par la suite, justement, le docteur Munzinger à la Schultes Clinique. C'était vraiment un grand partenaire, et puis vraiment super coopération dans l'orthopédie. Et puis le professeur Dvorak et la doctoresse Junge dans le FMAC, c'était vraiment de bons modèles, de bons supporters pour tous les travaux qu'on a fait, oui. Et en termes de livres, que ce soit sur la performance ou autre, est-ce que il y en a qui t'ont marqué dernièrement, ou est-ce que tu as un livre préféré? Oui, disons historiquement, un peu un livre que j'avais acheté même avant de commencer l'école physio, c'était un bouquin qui s'appelait Sports Injuries and Their Prevention de Renström et Peterson, deux Suédois. C'était sorti dans les années 77 en Suède, oui. Après, il y a eu des traductions en allemand. Et après, par la suite, le Bruckner and Kahn, Clinical Sports Medicine. Ça, c'est clair, c'est un peu dans mes domaines. Et puis, tout ce qui est pour, disons, plus dans l'entraînement, la performance, là, des bouquins ou bien avec des auteurs où j'ai travaillé un peu ensemble, surtout avec un, c'est Soccer Science de Tony Stradwick. C'est dans le Human Kinetics, et puis pour le hockey sur glace, j'ai beaucoup regardé le Conditioning for Ice Hockey de Peter Twist. C'est aussi sorti dans le Human Kinetics. Ça, c'est un peu les deux, et puis surtout, oui, beaucoup d'échanges avec les nombreux collègues aussi, pas seulement physio, mais aussi les préparateurs physiques, les entraîneurs, les coachs des équipes avec lesquelles j'ai eu travaillé, parce que vraiment, c'est vraiment un travail de team. Donc c'est important de pouvoir collaborer avec tout le monde, et puis des fois tu as beaucoup de choses qui sont pas dans les bouquins, quoi. Pour vraiment travailler avec les athlètes, hein. Ouais. Et Mario, alors pour finir,
Si les gens qui nous écoutent ont des questions ou veulent en savoir plus, où est-ce qu'on peut te joindre? Est-ce qu'il y a un réseau social où tu es le plus actif? Oui, disons, j'utilise un peu celui de Sport Physio Suisse. Sport Physio Suisse. C'est clair que là, en premier plan, il y a l'association, mais des fois, j'utilise aussi pour des échanges, ou sinon, les gens peuvent me contacter sur mon email. Ouais. Top. Mario, merci beaucoup. À la prochaine. Voilà. Merci d'être allé au bout de cet épisode. J'espère que vous êtes régalés autant que moi. Si vous voulez m'aider, le mieux est de partager cet épisode au plus grand nombre. Parlez-en entre vous. Débriefez-le, que ce soit en live ou sur les réseaux. Qu'en avez-vous retenu? En quoi cet épisode peut vous aider à construire votre haut niveau? N'hésitez pas non plus à me faire un retour ou à me proposer des personnes à interviewer. Je répondrai avec plaisir. À très bientôt pour un nouvel épisode.